Bonjour tout le monde. Voici donc la troisième partie de cette vidéo consacrée à la société du spectacle et à la montée de l'extrême droite. Pour mettre en perspective ce qui peut nous paraître normal ou du moins habituel de nos jours, je vous invitais à imaginer ce qu'un voyageur temporel venu des années 1980 aurait pu percevoir de notre époque. Et durant la première partie, nous avons analysé ce que Guy Debord appelle la société du spectacle et qui justement caractérise notre époque, par un ensemble de représentations symboliques et surtout médiatiques qui nous présentent un monde où tout est inversé, à commencer par les rapports de domination. On a vu que cette représentation inversée orientait notre empathie vers les entités dominantes et notre colère contre les entités dominées. Et puis, durant la deuxième partie, nous avons analysé les causes profondes de la société du spectacle, dans quelle mesure celle-ci s'inscrit dans le contexte structurellement inégalitaire du capitalisme, qui détourne notre attention de manière tout aussi structurelle pour se maintenir en place. Il est enfin temps pour notre voyageur de revenir du futur et de se poser au calme devant sa console atterrie. C'est vrai qu'il revient de loin et que ce qu'il a vu de 2026 n'est pas Jojo. Mais bon, ça va aller. Après tout, le futur n'est jamais écrit à l'avance. Toujours en mouvement et l'avenir. Ainsi, le voyage s'éloigne comme un mauvais rêve, en sirotant un verre de banga, jusqu'à ce que... il se passe un truc étrange. Dans le banga, y a des fruits, juste qu'il faut. Dans le banga, y a de l'eau, oui, mais pas trop. Notre voyageur change de chaîne, et là... ça recommence. Les aventures de Bamboula. Bonjour. Encore. Super concurrent, il est super. Encore. Les Cooper. Et encore. Et encore. Autrement dit, notre voyageur se prend un choc de réalité en comprenant que tout ce qui l'avait choqué durant son voyage en 2026 est déjà là. Les années 80 sont autant éclatées que les années 2020. En écrivant cette vidéo, j'ai repensé à une phrase du film La Jetée de Chris Marker. On ne s'évade pas comme ça du temps. Quoi que notre voyageur décide de faire, le voici condamné à être le témoin impuissant de l'inexorable répétition d'une histoire que l'humanité pensait avoir laissée derrière elle. Cette histoire, celle de l'extrême droite, ne tient pas à une seule cause, elle est multifactorielle. Et en outre, elle s'ancre dans des structures profondes, ce qui explique qu'elle se produit simultanément à plusieurs endroits, dans l'espace, mais aussi dans le temps. À quoi ressemblerait exactement le monde si Jean-Marie Le Pen n'avait pas existé ou si le 11 septembre 2001 n'avait pas eu lieu? C'est difficile à dire, parce que justement, l'institution imaginaire de la société se nourrit des idées que nous y semons. En revanche, l'histoire nous apprend aussi que les principes au cœur du capitalisme ont bien une influence majeure sur notre société. Une influence profonde qui agit sur le long terme. Le capitalisme n'est pas en crise, il est la crise. Une crise permanente qui n'est jamais qu'un cycle sans fin de création-destruction. Et lorsque la crise ne suffit plus à purger le système, elle produit des guerres. En résumé, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix de société. La question est donc, qui fait ce choix? Ou plus exactement, quels intérêts sert ce choix? Parce que si on peut être trompé par une représentation biaisée du monde, on peut faire des choix qui vont contre nos intérêts. Et la guerre est justement un bon exemple, parce qu'il est bien connu que celles et ceux qui la décident se retrouvent rarement sur le front. Ce qui nous apprend deux informations cruciales. Première information, que notre société est bien hiérarchisée, divisée en espaces sociaux distincts, et bien sûr de manière inégale. Ce qui amène à la deuxième information. On peut agir pour les intérêts de son identité sociale, mais aussi contre. L'adéquation entre les intérêts objectifs d'une population et le choix qu'elle fait, au moment par exemple d'aller voter, n'est donc pas une évidence. On peut se tromper. Et c'est là, à l'échelle de l'histoire, qu'il existe une constante entre des pouvoirs qui cherchent à se maintenir et des populations minoritaires qui lui servent de boucs émissaires sociaux. D'ailleurs, dans un ouvrage célèbre intitulé Le bouc émissaire, l'anthropologue historien René Girard démontre qu'en période de crise, les sociétés ont tendance à désigner des groupes sociaux minoritaires pour les rendre responsables du désordre collectif. Les victimes de ces mouvements, marginales ou fragilisées, sont alors désignées, persécutées, voire éliminées. Quand les conditions matérielles se dégradent, il faut produire un récit pour justifier et maintenir une organisation structurellement inégale. La société cherche alors des explications, des récits simplistes et donc des boucs émissaires. Les processus de minorisation se construisent sur le long terme, profitant d'une situation de domination géographique, matérielle ou symbolique pour s'établir et se maintenir. Néanmoins, leur instrumentalisation politique peut varier selon les époques. Il existe un exemple étonnant qui illustre ce phénomène. Lorsqu'entre la fin du XIIIe siècle et celle du XVe siècle, plusieurs États d'Europe occidentale expulsent ou marginalisent les populations juives.
C'est à ce moment de l'histoire que des logiques de persécution se recomposent momentanément autour d'une nouvelle figure d'ennemi intérieur, les femmes. Ainsi naissent les tragiques épisodes de chasse aux sorcières, qui font des milliers de victimes. Et lorsqu'un pouvoir n'est plus en capacité de cibler une minorité, il peut très bien en choisir une autre. Et ça nous dit quelque chose du principe de permanence qui caractérise justement le pouvoir. Qu'il soit clérical, féodal ou capitaliste, le pouvoir va toujours faire ce pour quoi il est fait, à savoir utiliser son pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de répétitions du mot pouvoir, mais c'est justement parce que le pouvoir est une chose un peu particulière. Ce n'est pas une fonction, ni une personne humaine, c'est un rapport social spécifique, ou plutôt une position sociale qu'on acquiert pour devenir une entité dominante qui mobilise sa capacité à dominer pour se maintenir dans une position dominante. Entité qui peut être caractérisée par une personne, mais le plus souvent par un groupe de personnes, un espace social. Ce mécanisme de la reproduction a donc sa logique propre, c'est un en-soi qui trouve sa finalité en lui-même. On dit qu'il est autotélique. Avec le temps, les pouvoirs changent de modèle et de logique, ils se transforment, mais ils maintiennent une logique de pouvoir. Si ça paraît un peu abstrait, pensez au Seigneur des Anneaux, à l'obsession de ces personnages à s'emparer de l'anneau, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'au final, c'est toujours l'anneau qui s'empare d'eux, un peu à la manière dont on se met à accumuler des formes de capitaux symboliques et économiques pour se distinguer, s'élever dans la hiérarchie sociale, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive finalement que ce qui nous obsède n'est rien d'autre que l'accumulation en elle-même. Et comme le dit, là encore Pierre Bourdieu, ça pose une question. Comment ce monde dure? Comment est-ce qu'il persévère dans son être? Comment se perpétue l'ordre social? Bref, comment fonctionne le pouvoir de l'anneau et surtout comment le neutraliser? Le capitalisme s'inscrit dans cette continuité. On a vu qu'il n'était pas seulement un modèle économique qui sur le pouvoir, mais aussi un système de légitimation du pouvoir. Au fil des révolutions industrielles successives, il devient un levier qui démultiplie les inégalités. À côté de ça, le principe de la baisse tendancielle des taux de profit amène en permanence les détenteurs de capitaux à chercher de nouvelles ressources à exploiter. Ceci explique, au moins en partie, que l'histoire coloniale, avec les théories racialistes qui l'ont légitimée, ait été portée par le capitalisme. D'autre part, la multiplication des puissances d'agir, rendue possible par les progrès techniques, mais aussi par la concentration des capitaux, et donc des pouvoirs, explique que l'explosion des crimes de masse dans l'histoire coïncide avec l'essor du capitalisme. D'un côté, l'oppression des minorités qui sert de levier pour, de l'autre côté, assurer les logiques de pouvoir, ce sont là les deux polarités d'un seul et même mécanisme. Et puis, quitte à questionner nos points de fragilité, est-ce que la pensée des Lumières en elle-même est un modèle à l'épreuve de tout, solide et indépassable? Ce référentiel de pensée s'inscrit au cœur de nos systèmes démocratiques et de leurs institutions en s'appuyant sur un principe d'universalité, ce qui pose cependant une question. Est-ce qu'on peut l'appliquer partout et tout le temps? Est-ce qu'il est universel? Ce problème s'est posé très concrètement lorsque les Lumières sont devenues un argument pour imposer, par la force, un modèle européen au reste du monde et ainsi légitimer des processus de colonisation. Pensez au fameux discours de Jules Ferry, évoquant devant l'Assemblée nationale, et je cite, « un devoir d'éduquer les civilisations inférieures ». Autrement dit, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'universalisme est aussi devenu une instance de pouvoir, et du point de vue de celles et ceux qui l'ont historiquement vécu comme une domination politique, c'est très clair. Ces éléments nous démontrent que l'héritage des Lumières était tout au mieux lacunaire et qu'un modèle plus vertueux, à une échelle globale, reste encore à inventer. Pour cela, encore faut-il accepter la part d'ombre de la société dans laquelle nous vivons. Après la Seconde Guerre mondiale, une idée à la fois belle et étrange s'est installée, et elle tenait en 3 mots. Plus jamais ça. C'était une très belle idée de se dire que l'horreur du nazisme servirait de vaccin à l'humanité. Mais dans les faits, le monde s'est très vite réorganisé sur les bases qui avaient provoqué la catastrophe. Des inégalités économiques entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays, un équilibre géopolitique basé sur un schéma impérialiste, une organisation du monde fondée sur des injustices sociales, un système de classification raciste, des populations héritées de l'histoire coloniale, et tout ça s'est traduit par de nouvelles catastrophes. Les crimes de masse, les déplacements de population, la répression des mouvements décoloniaux, les écocides et les guerres. Tous ces événements démontrent que la violence ne disparaît pas. Elle est simplement déplacée, loin des espaces dominants des capitales des pays concernés, où la société du spectacle nous maintient dans l'illusion d'être du bon côté de l'histoire. C'est ce qu'on appelle cacher la poussière sous le tapis. Sauf qu'en termes de poussière, on parle ici de braise ardente de l'histoire, et d'une odeur de soufre qui n'a pas mis longtemps à revenir nous chatouiller les narines. Le fantôme du juif qui, dans le monde chrétien occidental, est celui qui fixe l'angoisse et qui prend en charge la culpabilité,
et finalement qu'on va sacrifier comme bouc émissaire, ce fantôme du juif commence à sortir des profondeurs où on le croyait à jamais enfoui. En 1969 par exemple, une manifestation éclate contre les magasins tenus par des tailleurs juifs au centre d'Orléans. On envoie une équipe dirigée par le sociologue Edgar Morin pour enquêter et ça donne La Rumeur d'Orléans. Un livre basé sur l'enquête de cette équipe dans lequel nous apprenons que l'étude sociologique d'une rumeur raciste, c'est un peu comme chasser des fantômes qui nous hantent depuis des générations et qui s'empressent de disparaître quand on met la main dessus pour mieux revenir plus tard. Et puis bien entendu, ce qui précède les années 2000, c'est aussi ça. Ça. Et ça. Tout cela venant bien entendu de ça et de ça. Soit dit en passant, l'excellente chaîne Histoire Crépue en parle bien mieux que moi et je la recommande avec enthousiasme. Dans le champ politique, le FN, pour reprendre une phrase célèbre, n'a pas le monopole du racisme. Certains politiques s'y essaient à droite comme à gauche. Il y a ainsi le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, mais aussi certains discours de Georges Marchais, parmi tant d'autres exemples. En résumé, le racisme est partout, mais paradoxalement, il est officiellement considéré comme marginal, comme un tabou national qui rappelle encore les fameuses heures sombres de l'histoire. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the United States. Allah has willed us. With Islamic leader Osama bin Laden, the Israeli government is backing his claims. They're citing these videos previously recorded. À l'aune du XXIe siècle, les braises ardentes finissent donc par mettre le feu au tapis. Le 11 septembre 2001, près de 3000 personnes meurent au cours de l'attaque du World Trade Center. L'événement est littéralement spectaculaire, non seulement par son ampleur, par l'émotion qu'il suscite, mais aussi et surtout parce que la société du spectacle agit comme un véritable levier émotionnel pour le représenter. Le choix de la cible ne relève pas du hasard. New York est l'une des villes les plus iconiques des pays de l'OCDE, l'une de celles que l'industrie du cinéma a le plus immortalisée. Et voilà qu'une catastrophe s'y produit pour de vrai. Que les images auxquelles la fiction nous avait habitués sont issues du réel, relayées en direct à la télévision. Le monde entier est dépassé. Voyant les images tournées en boucle sous plusieurs angles, les enfants s'étonnent en pensant que des avions percutent des immeubles en discontinu. Ainsi, les terroristes n'ont pas seulement commis un crime de masse, ils ont joué avec les codes de la société du spectacle pour démultiplier l'impact psychologique de l'attentat. Et ils ne sont pas les seuls à avoir profité de la catastrophe, puisque celle-ci en entraîne une autre quelques mois plus tard, un certain 21 avril 2002. Cela ne tient pas du hasard. Comme l'explique le juge antiterroriste Marc Trévidic au cours de nombreuses interviews, le but du terrorisme n'est pas de détruire directement des pays avec des bombes artisanales ou même des avions plantés dans des immeubles, mais de provoquer des chocs émotionnels. Et ces chocs ont pour but de pointer une cible sur des populations minoritaires déjà fragilisées par un système qui les opprime. L'idée étant de les marginaliser encore plus, de renforcer la fracture au sein de la société et au final, d'imposer une logique bien précise, chacun chez soi. Cette intuition se vérifie d'ailleurs à travers de nombreux articles académiques. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le terrorisme islamique mais aussi l'extrême droite et ses soutiens, directs comme indirects, se rejoignent autour d'un objectif commun. Et ils ne sont pas les seuls, puisqu'en alimentant la société du spectacle, ils participent aussi à soutenir la pérennité du système de domination capitaliste. Et puis, deux mots-clés explosent au lendemain du 11 septembre. Viral et complotiste. Le choc des images inspire de nombreux commentaires et de nombreuses analyses, parfois improvisées. On cherche à comprendre, à rationaliser, quitte à sortir des cadres méthodologiques qu'on ne maîtrise pas forcément, pour inventer des explications que les images ne donnent pas forcément. C'est dans ce contexte que les théories du complot se mettent à défier les expertises légitimes et que nos référentiels, axés sur les principes de vérité, commencent à se fragiliser. Lorsqu'arrivent de nouvelles technologies, on observe toujours un temps de désorganisation apparente avant que les infrastructures ne se réorganisent pour cadrer les pratiques et servir les intérêts dominants. Et ça se vérifie avec Internet qui est aujourd'hui un outil parmi d'autres dans une logique générale de propagande et de contrôle massif au service des pouvoirs permanents. À travers les effets de rupture apparents, se forment donc des continuités, des effets de concentration de capitaux ou de pouvoir qui définissent des instances de contrôle sur les outils de communication. Et on l'a bien vu avec Vincent Bolloré. On a aussi vu qu'il n'était pas le seul.
Bref, les technologies changent, mais le principe des pouvoirs faisant levier pour manipuler massivement des opinions se maintient, voire se renforce. Ce qui nous amène à remarquer que des gouvernements autoritaires, tels que le gouvernement chinois, sont souvent critiqués pour avoir érigé de véritables sociétés de contrôle numérique, très coercitives. Mais on oublie que les pays de l'OCDE ont établi des structures technologiques et des instances de contrôle structurellement très proches de ce modèle. Avec un peu de recul historique, on sait aujourd'hui que les technologies numériques n'ont pas vraiment rempli leur promesse de révolutionner la démocratie en donnant à tout un chacun la possibilité de s'exprimer. Bien au contraire, elles s'inscrivent dans la continuité des logiques établies par la société du spectacle. Il arrive un moment où le réel devient si violent qu'il devient impossible de le contourner. Un moment où il cesse d'être une abstraction, un débat ou une opinion parmi d'autres, parce qu'il se manifeste dans nos vies de manière concrète. Une crise économique, par exemple, ce n'est pas seulement une courbe ou un indicateur, c'est un hôpital qui ferme, un service public qui disparaît, des personnes qui renoncent à se soigner. Une guerre, ce n'est pas seulement une carte ou un commentaire géopolitique, ce sont des vies brisées, des déplacements forcés, des existences plongées dans la peur, et bien sûr des vies détruites. Un écocide, ce n'est pas seulement une alerte environnementale à la télévision, c'est la destruction d'un environnement, de ressources vitales, de milieux habitables, et sur le long terme de ce qui assure nos conditions de survie. Et lorsqu'une idéologie xénophobe arrive au pouvoir, ce ne sont pas seulement des discours qui circulent, ce sont des droits qui reculent, des libertés qui se réduisent, des personnes qui deviennent plus exposées que d'autres. Ce qui pose la question de la manière dont nous pouvons mesurer le réel et le décrire le plus fidèlement possible avant que celui-ci nous rattrape sous la forme d'une catastrophe. Et c'est exactement à ça que servent des démarches comme la sociologie. Construire des méthodes pour limiter les biais, discuter des preuves, confronter des hypothèses au terrain et se rapprocher autant que possible d'une description objective de la réalité sociale autour de laquelle nous pouvons nous mettre d'accord. Je dis bien se rapprocher autant que possible parce qu'on n'y arrive jamais parfaitement. Encore une fois, on n'est pas des dieux, et comme on l'a vu, la science est justement là pour nous le rappeler. Encore faut-il que la société lui accorde une place. Pour s'assurer que la science puisse fonctionner, on a vu qu'il fallait lui assurer un espace à l'abri du pouvoir. Et c'est là que le principe de séparation des pouvoirs trouve tout son sens. C'est la fameuse citation de Montesquieu, « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » En France, on compte 3 pouvoirs officiels, exécutif, législatif et judiciaire, auxquels s'ajoute le champ journalistique, le 4e pouvoir, ainsi que le champ universitaire et le champ artistique. La liste n'est d'ailleurs pas exhaustive, le principe étant que plus on aurait de contre-pouvoirs, plus on tendrait vers une société équilibrée. La séparation des pouvoirs ne fabrique pas une vérité pure, elle évite juste en théorie qu'un seul centre impose sa vérité au reste de la société, en pluralisant les lieux où l'on peut enquêter, contester et corriger. Et c'est précisément là que la connaissance peut devenir un contre-pouvoir, non pas parce qu'elle serait neutre, mais parce qu'elle reste critiquable. Et puis, on peut aussi utiliser ça, notre capacité à filmer et à construire des contre-récits situés. En 2010, le cinéaste Ladji Réal découvre un reportage à la télévision intitulé La Cité du Mal, qui dépeint une cité sous un angle extrêmement polémique. Le reportage est truffé de biais, de stéréotypes, mais aussi de contre-vérités factuelles. C'est un cas assez classique quand on filme sans prendre le temps de faire une enquête de terrain, en s'appuyant aussi par exemple sur la recherche sociologique. On s'expose presque toujours à ne parler que de ses propres préjugés que l'on projette sur le réel. La société du spectacle repose beaucoup sur ce phénomène, on l'a vu. D'ailleurs, le principe est toujours le même, inverser les rapports de domination qui agissent à une échelle structurelle, inverser le fait divers et le fait social, et choisir un morceau isolé du réel pour lui faire raconter quelque chose qui résume nos idées reçues sur le réel. Le cinéaste Ladji Réal est choqué par ce qu'il voit dans le reportage, et il décide de mener une contre-enquête pour mettre en évidence les procédés manipulatoires, les choix de personnages extrêmes, les interviews tronquées. Bref, il fait un travail citoyen en réhumanisant un espace. Et c'est logique, parce qu'une cité, comme partout, est toujours peuplée par une grande diversité de personnes. Des gens sympas, des gens avec des idées xénophobes. Vous pouvez faire du sensationnel en ne filmant que la xénophobie, mais il faut être conscient des conséquences que provoque une telle représentation du monde. Vous pouvez aussi choisir de montrer la diversité des histoires, des positions et des dispositions sociales. Mais ça prend du temps, c'est du travail, et c'est souvent du travail gratuit, parce que c'est moins sensationnel et que ça se vend moins. Montrer une cité sous l'angle du dialogue interculturel, de la bienveillance et des liens de solidarité, c'est possible, parce que ça existe aussi. Mais ce n'est pas l'image qu'on attend d'une cité à la télé. C'est là qu'on revient à une lecture structurelle de ce phénomène. La fenêtre d'Overton ne cadre pas seulement des paroles politiques à la télévision, mais aussi des manières de voir le monde et de le représenter. Ce qui est aussi politique en fait. Après, représenter la société en dehors des schémas dominants n'est pas forcément un choix de facilité, c'est pas le meilleur moyen de payer son loyer non plus, mais c'est un engagement.
Voilà, on arrive au bout de cette trilogie, il a fallu faire des choix éditoriaux et survoler des choses qui sont passionnantes. Rien qu'au sujet des mouvements d'occupation, il existe énormément de recherches, d'articles et de thèses passionnantes. Chaque sujet que nous avons abordé pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, et en attendant, vous pourrez toujours trouver la bibliographie en commentaire. Pour la prochaine vidéo, on va prendre une direction un peu différente en parlant de l'industrie du divertissement. C'est vrai qu'on sera pas si loin que ça en fait. L'épisode sort très bientôt, d'ici là n'hésitez pas à soutenir la chaîne, pouce levé, abonnement, page Tipeee, vous connaissez le truc. La Socio qui gratte est encore une jeune chaîne, et votre soutien fera toute la différence, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci d'avance, à très vite, ciao ciao. You know something, you rich? I think this just might be my masterpiece.